poètes. Nos vies sont des quêtes, nos cœurs s'éclairent à la lueur des plus belles lettres, à la recherche de l'art. Artistes, dérangés, dérangeants, car y a pas d'art lisse, parce qu'elles ne sont qu'à la recherche du succès. Les étoiles d'une seule nuit se succèdent, puis à l'aube disparaissent, paraissent, un souvenir passager comme une caresse. Onirisme spécial Léo Ferré, première partie. Onirisme. Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qui n'ont jamais vendu. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Léo Ferré, ce poète, auteur, compositeur, interprète, chef d'orchestre et surtout philosophe du XXe siècle, a laissé derrière lui le meilleur de la chanson à texte. Le vrai texte, écrit en prose et chanté avec autant de réalisme et de passion. Léo Ferré est né le 24 août 1916 à Monaco. En 2003, Franz Vaillant lui a consacré un hommage diffusé timidement sur une chaîne de télévision. Il a fait intervenir les témoins de la vie de Ferré, ceux qui l'ont côtoyé, aussi bien dans son travail, dans son quotidien, et qui l'ont accompagné fidèlement dans sa folie d'artiste démesurée et entier. L'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les... Pour cet illustre philosophe des temps modernes, Onirisme a consacré 2 éditions spéciales. Aujourd'hui, nous écouterons la première partie du documentaire Les témoins de la vie de Ferré, réalisé par Franz Vaillant. Je vous ai sélectionné les meilleurs témoignages. Vous écouterez Maurice Angéli, son ami d'enfance, Mathieu Ferré, son fils, admiratif devant l'œuvre de son père, Maurice Fro, un écrivain, c'était d'ailleurs le secrétaire de Léo Ferré, mais aussi son meilleur ami, son directeur photo, son confident. Il nous révélera des secrets de la vie de Ferré. Robert Bellray, le biographe de l'artiste et également journaliste, relatera son itinéraire et sa démarche. Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia, se souvient encore des Saint-Bernard de Ferré, toujours impressionné par le naturel de l'artiste. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Les années 50 de Ferré vous seront racontées par Michel Bouquet, acteur. Georges Moustaki passera aux aveux. Son photographe Patrick Ullmann nous dira tout sur les jaquettes des micro-sillons de Ferré. Jean-Michel Defaille, musicien et ingénieur chez Barclay, évoquera ses discussions avec Léo Ferré. En 1975, l'artiste dirige 120 musiciens au Palais des Congrès. Roland Hubert, producteur du spot, s'en souvient encore. Le dernier intervenant de cette première partie est son biographe, le journaliste Robert Bellray. Il évoquera les 3 mariages de Ferré. Le tout est introduit par la voix de Franz Vaillant, un fervent admirateur. 3, 4. Il avait un côté enfant, complètement enfant même. C'était une vraie grande gueule. Moi, je l'ai vu vraiment comme ça, comme un guerrier, quoi.
On n'a jamais signé un seul contrat avec Léo. C'était la générosité qui le portait à cette sincérité absolue. Il ne se posait jamais en poète. L'histoire commence dans une salle de concert en province, février 1982. Votre récital, cher Léo, c'était mon cadeau d'anniversaire. Vous êtes rentré sur la scène comme on rentre chez soi, tranquille. Un piano vous attendait. Quelle soirée. 3 heures fulgurantes, un bonheur sans entracte. Je prenais une leçon d'intelligence, une vraie leçon d'amour. J'ai tenu à vous remercier, j'ai pris le chemin des coulisses, vous m'avez vu, vous m'avez souri, vous m'avez ouvert vos bras et vous m'avez embrassé. Léo Ferré, où êtes-vous? On dit que vous êtes parti au mois de juillet 1993. On dit n'importe quoi. Vous n'êtes pas mort puisque vos amis se souviennent de vous. Écoutez-les. Il se mettait devant le poste radio qu'il avait chez ses parents et quand il y avait de la musique symphonique, il dirigeait comme s'il était le chef d'une formation symphonique. Un jour, il disait d'ailleurs que c'était le plus beau jour de sa vie parce qu'il était petit garçon et comme son père était directeur du personnel au Casino de Monte-Carlo, il avait accès évidemment dans la salle pour les répétitions. C'est comme ça qu'il avait entendu également Toscanini. Mais quand Ravel était venu à Monaco, sans doute pour des répétitions de L'Enfant et les Sortilèges, qui a été créé d'ailleurs à l'Opéra de Monte-Carlo, Léo était allé et tout d'un coup, Ravel, apercevant ce petit garçon qui était là, lui a fait un sourire. Et par la suite, Léo a dit, le sourire de Ravel, c'est le plus beau jour de ma vie. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet. C'est des épines aussi. L'enfance, c'est paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson des rues. L'enfance. L'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça passé. L'enfance. Son premier choc, ça a été Beethoven dans une petite crêperie, petit bar en Italie où sa mère était venue le voir et puis il a entendu cette musique qui est sortie de la radio et il s'est mis à pleurer. Il a toujours dit qu'il entendait comme ça de la musique, des orchestres, et puis il pensait que tout le monde était comme lui, que c'était normal, quoi. Puis quand un jour il s'est rendu compte que c'était pas le cas, il en a eu peur, il s'est caché de ça. Il a pensé, il a ressenti comme si c'était une maladie, il n'était pas normal dans le fond. Quand Léo était gamin, qu'il avait, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans, sa frangine Lucienne, elle avait un piano chez elle. On lui avait acheté un piano droit, et elle prenait des cours de piano. Et Léo, lui, il s'amusait à tapoter sur le piano. Et un jour, il a demandé à son père de lui offrir des cours de piano. Et le père a répondu, « Ah non, les arts d'agrément, c'est pour les filles. Toi, tu as autre chose de mieux à faire dans la vie. » Son père était un homme très bon, mais très rigoureux, qui réalisait pas qu'il avait donné le jour à quelqu'un d'exceptionnel. Hein. J'avais 9 ans et demi. Ma mère m'a accompagné à la gare, à Monte-Carlo, pour me donner un cher frère aux écoles chrétiennes. Comme ça, tu sais. C'est ce que ça veut dire, ça, oui. On sait toujours ce que ça veut dire. Ça marche toujours, ce truc. Toujours. Et alors, ma mère m'a apporté. Et en passant, j'avais vu le cheval qui mangeait dans son sac d'avoine, comme ça. Alors, je lui disais au cheval, tu sais, si tu veux prendre ma place, moi, je prendrai la tienne. Et alors, il m'avait regardé comme ça. Et puis, il n'avait pas pu me parler parce qu'il avait bouche.